et à tous. Bonjour, Docteur Lucrèce, comme vous savez, Docteur Lucrèce Delika, épouse Wembe. Alors, président de l'ONG Drepa Zéro Cytose. Je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous annoncer que désormais, à l'ONG Drepa Zéro Cytose Gabon, nous avons une nouvelle rubrique, à savoir l'ONG Drepa Zéro Cytose et moi, que vous pourrez trouver chaque semaine sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Oui, désormais, nous avons une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver toutes nos vidéos et toutes nos activités. Alors, je viens vous présenter la nouvelle rubrique qui est « Dites-nous, docteur ». Cette rubrique sera en fait une interface au sein de laquelle nous allons vous présenter tout ce qui concerne la drépanocytose au Gabon et ailleurs. Nous allons commencer notre premier numéro avec la drépanocytose. Qu'est-ce que c'est? Nous vous expliquons dans la prochaine vidéo. Bonjour, Docteur Lucrèce Delika, épouse Wembe. Alors, pour ce numéro sur la drépanocytose, sa définition et son historique, nous allons commencer déjà par définir ce que c'est que la drépanocytose. Alors, c'est quoi la drépanocytose? C'est une maladie autosomique, récessive, à révélation précoce. Elle est rare dans les pays tempérés, mais fréquente dans les pays forestiers, tropicaux. Alors, la drépanocytose, pour son histoire, a été découverte en 1910 par le docteur Eric sur un étudiant jamaïcain venu en consultation. Ayant effectué un frottis sanguin sur ce dernier, à partir du sang de ces derniers, ils ont pu observer que les cellules des globules rouges de ce dernier présentaient une déformation caractéristique et irréversible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu expliquer pourquoi est-ce que ces cellules étaient déformées et pourquoi est-ce qu'il avait des symptômes liés à la déformation de ces cellules. Alors, ils ont décidé de mener des études et de regarder quel pouvait être le facteur impliqué dans la déformation de ces cellules. C'est ainsi qu'en 1927, Gillespie et ses collaborateurs ont pu montrer que la déformation de ces cellules était due au manque d'oxygène dans le milieu. Alors, ok, un manque d'oxygène, déformation de cellules. Pourquoi est-ce que dans un environnement où on a moins d'oxygène, on aurait une déformation des globules rouges? Se posant cette question, entre 1927 et 1960, il y a eu plusieurs recherches qui ont été effectuées pour comprendre justement ce phénomène. C'est ainsi qu'en 1933, Manson, pour la première fois, appelle cette maladie anémie falciforme. Pourquoi? Parce que cette maladie, qui déformait les globules rouges, avait comme caractéristique une anémie chez le patient. Une anémie chez le patient, d'accord? Et pourquoi, comment expliquer alors cette anémie? Plusieurs études ont été menées en 1943 et on a pu voir en fait qu'on pouvait séparer les populations en trois catégories. Ils ont pris des enfants issus de parents qui étaient des couples qui présentaient des globules rouges déformés, des couples qui présentaient des globules rouges déformés et non déformés, un mélange, et des couples qui ne présentaient pas du tout de globules rouges déformés, donc des globules rouges avec leur forme normale qui est biconcave. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, ils séparent ces personnes en trois catégories. Personnes saines, qu'on va dire personnes normales, qui présentent des globules rouges normales, et on les appelait les individus A, pour normal. Et une deuxième catégorie de personnes qui présentaient des globules rouges toutes déformées. Ce sont donc des personnes qui étaient symptomatiques, donc qui présentaient une anémie dans un milieu où il manque d'oxygène et en présence d'acidose. Donc ces personnes présentaient des déformations de globules rouges et on les appelait les personnes drépanocytaires, donc avec des globules rouges falciformés, donc anémie falciforme. Et aussi une troisième catégorie de personnes qui présentaient un mélange de globules rouges déformés et des globules rouges non déformés. Ces personnes étaient asymptomatiques. Ce sont donc des personnes qu'on appelle des porteurs sains. Donc des personnes porteurs du trait drépanocytaire. Elles ne sont pas drépanocytaires, mais sous certaines conditions peuvent ou pas présenter les symptômes de la maladie qu'on appelle la drépanocytose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la drépanocytose? C'est que c'est une maladie, déjà, comme vous l'avez vu, qui déforme donc les globules rouges. Et Pauline et ses collaborateurs ont pu regarder par la suite que cette des molécules contenues dans les globules rouges pouvaient être impliquées dans la déformation de ces derniers. Comment?
Ils ont pu regarder sur un gel électrophorétique et ils ont vu que les propriétés chimiques des globules rouges contenant l'hémoglobine normale avaient des propriétés différentes des personnes qui présentaient l'hémoglobine, des personnes qui présentaient des globules rouges déformés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont donc décidé de regarder quelles étaient les caractéristiques moléculaires des globules rouges déformés. Ils ont pu voir en fait qu'on observait une mutation ponctuelle au niveau de la chaîne de la bêta-globine de l'hémoglobine contenue dans les globules rouges des patients drépanocytaires. Alors ils ont pu donc à ce moment montrer un lien entre la déformation des globules rouges et l'analyse moléculaire, donc la génétique. C'est ainsi qu'ils ont pu donc expliquer que la déformation des globules rouges était due au changement d'acide aminé au niveau du 6e codon de la chaîne de bêta-globine de l'hémoglobine des patients drépanocytaires. Alors, lorsqu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire en plus? Ce qu'on peut ajouter, c'est que nous parlons aujourd'hui de la drépanocytose, donc de ces individus qui ont donc une mutation homozygote. Il faut dire que les gènes se transmettent chez les individus par paire. C'est quoi un gène? Un gène, c'est la plus petite unité qui contient l'information génétique qui sera transmise à la descendance et qui correspond à un caractère phénotypique observable. Selon le dictionnaire français, le gène, c'est une portion d'un chromosome responsable d'un caractère. Voilà, en sens premier en biologie. Si ce gène est responsable du caractère, il faut qu'il soit obligatoirement soit dominant ou récessif. Nous avons dit que la drépanocytose était due à un gène récessif. Ce gène récessif doit être donc exprimé en 2 exemplaires, parce qu'il n'est pas un gène dominant. Un gène dominant est celui qui, lorsqu'il s'exprime, même en présence d'un autre gène, même si dans un seul exemplaire, il peut s'exprimer et être responsable d'un caractère. Dans le cas de la drépanocytose, le gène responsable de la drépanocytose est un gène récessif qui n'est exprimé que lorsqu'il est présent en 2 exemplaires. Et il faut dire que tous les caractères de l'être humain ou d'un individu proviennent de moitié du père et de moitié de la mère. C'est aussi le cas pour ceux de la drépanocytose. Donc, un individu qui possède les gènes de la drépanocytose ou qui est drépanocytaire a donc un gène qui provient de sa mère, un gène qui provient de son père. Et alors, lorsque ces individus se rencontrent, donc 2 personnes qui sont soit porteurs du trait drépanocytaire, donc AS, qui sont soit drépanocytaires SS, se rencontrent, ils sont susceptibles de donner des enfants drépanocytaires. C'est aussi le cas pour 2 individus porteurs du trait drépanocytaire qui se mettent ensemble ou 2 individus drépanocytaires qui décident de se marier. Alors, vous ferez donc des enfants drépanocytaires et ces derniers seront sujets de plusieurs complications, de plusieurs phénomènes que vous ne pourrez pas forcément expliquer ou prendre en charge depuis chez vous. C'est pour cette raison, en fait, que nous avons décidé, à l'ONG Drépazérocytose, de vous expliquer ce que c'est que la drépanocytose et de vous dire aussi comment est-ce que vous pourrez prendre en charge vos enfants à domicile, comment est-ce que vous pourrez expliquer certains phénomènes. Nous avons fait un peu d'histoire. Il faut donc dire en fait que cette maladie au départ, parce qu'on se pose des questions, comment est-ce qu'elle est arrivée cette maladie? C'est bien beau, elle est fréquente dans les pays tempérés, fréquente dans les pays tropicaux et forestiers. À quoi est dû justement ce problème? C'est dû justement à la résistance au paludisme. Dans les pays tropicaux, on peut remarquer que le paludisme et la fréquence du paludisme est très élevée. Du coup, l'homme, pour résister, justement, le corps humain, pour s'adapter, parce que l'adaptation fait partie justement de l'essence même de l'homme au cours de l'évolution. Donc, pour s'adapter justement à ce climat, à cet environnement de présence du plasmodium, l'homme a dû trouver des stratégies. Et la seule, c'était justement de créer la mutation de l'hémoglobine qui est devenue l'hémoglobine S, qui à l'état hétérozygote, donc en AS, protège les personnes vivant dans les pays endémiques pour le paludisme du paludisme sévère. Par contre, lorsque 2 personnes qui résistent au paludisme se mettent ensemble parce qu'ils présentent justement un allèle S dans leur corps, donc un gène S, ces 2 personnes vont donner des personnes qui seront vulnérables, donc des SS, des drépanocytaires. Voici d'où vient un peu justement ce problème de la drépanocytose dont on parle très souvent. Alors, prochainement, nous allons vous parler des signes cliniques, de la prise en charge et comment est-ce qu'on peut donner des médicaments aux enfants à la maison, qu'est-ce qu'il faut donner, ne pas donner. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi
et à bientôt. I sent my word and healed your disease.